Bonjour à tous ceux qui rejoignent là sur ce live Insta. C'est un des premiers qu'on fait là pour l'émission Time Out, l'émission basket 100% NBA. On a voulu lancer un petit live aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je vois que tu t'es paré de tes plus beaux ornements des Celtics, mon cher Sébastien. Ah, il faut Et tu, représenter la team. tu fais bien. Aujourd'hui, ouais, on est là pour parler basket, puisque il y a de l'actualité. On a appris beaucoup de choses hier soir. Si vous étiez connecté tard dans la nuit, vous avez vu pas mal de tweets passer. Il y a une grosse actu sur la NBA qui vient de tomber. On connaît les dates de la reprise de la saison. Et ça c'est important. C'est un truc de ouf quand même, mon cher Seb. Bah oui, surtout que franchement on a eu peur. Normalement on a vraiment eu peur. Je pense que on s'était dit est-ce que ça allait reprendre février, mars. On savait qu'il y avait le vrai problème c'est qu'on sait que les propriétaires et la ligue et les joueurs voulaient pas forcément la même chose. Je pense qu'on va en reparler, mais le vrai problème et la vraie question qu'il y avait autour de la reprise c'était la question économique par rapport aux problèmes de santé avec le Covid et le physique des joueurs. Et donc, je trouve que c'est surprenant en fait ce qui s'est passé. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça accepte aussi vite et que la NBA reprenne. Euh, on sait que la NBA c'est une ligue de joueurs où les joueurs ont beaucoup de pouvoir. Pour moi, clairement, c'est pas dans leur objectif et pas dans ça va pas dans leur sens cette décision. Donc, je sais pas si tu veux donner les euh, les modalités, on va dire. Eh ben, Mais en gros, ça reprend carrément le pas. 22 décembre. C'est ça. Ouais, je te laisse le faire si tu veux. Je vois que t'es bien parti. Non, mais donc on a 22, on est au 22 décembre avec un training camp qui commence début décembre. Il va arriver très vite, donc en fait tout va être condensé en un mois et demi quoi. Et ensuite on est parti jusqu'à pourquoi une saison de 60, 72 matchs, 72 non? matchs. Ouais. 71? 72 matchs, donc on en perd finalement pas tant que ça. Avec ensuite à la fin un play-in entre donc les équipes donc de 7 à 10 pour les playoffs. Donc voilà, tout ça dans l'objectif de sauver les JO finalement, hein. C'est un petit peu ça l'objectif. C'est à un moment donné, on s'est dit est-ce que la NBA va sauter les JO? C'était un petit peu dans les cartons aussi. À un moment donné, on s'est dit bon, il y aura pas de JO cette année. Donc ils ont fait en sorte que ça ait eu lieu, mais tout est très condensé. C'est un choix je sais pas. Je pense que chacun aura son avis. Moi personnellement, je suis pas convaincu que c'était la meilleure des solutions, en tout cas pour les joueurs, c'est sûr. Maintenant, économiquement, j'avais vu passer une stat qui disait que la NBA avait perdu forcément de l'argent avec le Covid, mais finalement pas tant que ça. Euh, avec Disney, ils avaient à peu près économisé 1,5 milliard de dollars grâce à la bulle de Disney qu'ils auraient perdu s'il n'y avait pas eu lieu. Et là, on parlait de si la NBA suivait les joueurs et donc reprenait plus mi-janvier avec une saison de 50 matchs, la NBA aurait perdu encore plus d'un milliard de dollars. Donc évidemment, les propriétaires et les joueurs et les propriétaires et la NBA étaient plus partantes pour ce 22 décembre, quoi. Et C'est pour ça qu'il y les avait. chaînes télé aussi, avaient leur, même si elles n'étaient pas dans les négociations, elles avaient quand même mis une petite note d'intention. Je pense à ESPN, je pense à ABC qui diffuse les matchs NBA et qui diffuse aussi les JO. Et ils avaient tout à cœur de voir et la NBA et les JO se dérouler l'un après l'autre. Comme ça, ils pouvaient diffuser tranquillement leurs matchs. Je pense que c'était important aussi pour eux de diffuser ça. Tu fais bien de parler de pertes et de la bulle. Cette fois-ci, de bulle, il n'y en aura pas. En tout cas, on se de ce qu'on en parle. Donc, les matchs auront lieu avec du public. C'est un peu une révolution. On va avoir enfin des gens dans les stades. On ne verra plus là ces écrans un petit peu horribles Après, qu'on a. pour le public, c'est plus compliqué que ça apparemment. C'est plus pour les loges où ils veulent réouvrir les salles, mais parce que les loges, on sait que c'est ce qui rapporte énormément. Donc pour les salles, parce que les loges privées, c'est des sommes assez monstrueuses qui se comptent en plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, donc les salles avec les milliardaires qui louent, etc. Donc ça, apparemment, la NBA compte les réouvrir. Mais ouais, mais en fait, on a vraiment l'impression que tout a été fait pour favoriser l'économie, quoi, finalement. Ou en tout cas pour limiter la casse. Et tu parlais de ESPN. ESPN, évidemment, ils ont leur mot à dire parce que ESPN, donc
propriété de Disney. On sait que Disney ESPN, donc cet été, ils ont quand même rendu je pense, un grand et un fier service en faisant ça, même si ça a servi aux deux. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, il y avait l'économie ou le physique et la santé finalement. Et là, on a l'impression que l'économie a gagné. Il y a aussi la question des salaires. Hein. Les joueurs vont normalement accepter d'avoir ce qu'on appelle, je crois que c'est 18% de leur salaire qui va être un petit peu mis dans un coffre-fort, on va dire. En gros, c'est-à-dire qu'ils vont pas toucher cette somme cette année et la NBA va les garder de leur côté. Et si la NBA fait des profits et gagne un peu d'argent dans les prochaines saisons, cette somme-là va être remise aux joueurs. Mais 18%, ça peut paraître pas grand-chose pour des mecs qui touchent des millions, mais faut pas non plus oublier que en NBA, il y a des mecs qui sont au minimum, qui touchent allez, 1 million de dollars par an. C'est beaucoup d'argent, hein. Mais t'enlèves 18% à 1 million, déjà tu perds pas mal de thunes. Et puis faut pas aussi oublier que c'est des mecs qui en général viennent de milieux défavorisés, qui comptent sur la NBA pour leur apporter de l'argent. C'est aussi pour ça que les mecs, en général, les jeunes, dès qu'ils peuvent choper de la thune, ils vont prendre la thune. Ils font aussi beaucoup de prévisions dans le futur. Ils se disent, OK, avec cet argent-là, une fois que j'aurai 35 ans et que je vais arrêter à la retraite, je vais avoir cet argent pour m'aider, quoi. Donc, évidemment que quand on touche au porte-monnaie des joueurs, ça c'est compliqué. 18%, il y avait des prévisions qui ont été faites, par exemple, sur le salaire de Stephen Curry, qui est le joueur le mieux payé de la ligue. Tu perds quand même quasiment 10 millions de dollars sur une saison, quoi. Donc ça fait beaucoup. Val qui fait être là sur le live qui dit justement au-delà de la perte économique, il y a aussi la longue pause pour les franchises. Ça fait presque un an sans activité physique intense pour certains. D'autres qui ont terminé, je pense à la franchise des Lakers, à Miami aussi, qui a terminé la saison il n'y a pas si longtemps que ça. Les LeBron James, les finales NBA, c'était il y a quelques semaines seulement. Là, ils vont reprendre très très vite. Ça va être assez difficile. On a une préparation assez disparate selon les franchises. Ça va être compliqué à gérer là que ce soit pour ceux qui ont terminé tard, pour ceux qui n'ont pas repris dans la bulle et qui attendent depuis presque un an pour jouer. Ça va être compliqué pour eux. Ah évidemment. Et puis heureusement, je suis content la NBA ait gardé les matchs de pré-saison. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. Mais c'est hyper important les matchs de pré-saison. Nous, en tant que supporters, on s'en fout, on les regarde pas ou à moitié. Mais c'est hyper important. On l'a vu encore en NFL cette année où ils ont décidé de sauter les matchs de pré-saison. Et on a eu une avalanche de blessures, on en a toujours. On a des joueurs qui sont pas prêts physiquement. C'est ça, et c'est vrai que là, tout est hyper concentré. Donc, c'est-à-dire que, comme tu le dis, des mecs qui n'ont pas joué depuis un moment, ils vont devoir tout reprendre très rapidement. J'ai peur qu'on assiste à quand même une avalanche de blessures ou de load management assez importante dans les premières semaines de compétition sur une saison qui aura que entre 60 70 matchs, 72. Je sais pas, moi j'ai un peu peur de ces premières 3 semaines, un mois de compétition. Il peut y avoir de la casse, il peut y avoir des joueurs qui jouent quasiment pas, etc. Et ça, pour le coup, ça sera pas bénéfique pour la NBA, quoi. Parce que on a beaucoup parlé des audiences qui étaient en baisse pour plein de raisons différentes. Les audiences étaient en baisse partout, mais la NBA a pris aussi comme tous les sports finalement. Et eux, ils vont avoir besoin de reprendre un petit peu d'audience. Et s'ils recommencent juste avant Noël, c'est pas anodin non plus, quoi. Ils savent que c'est une période où normalement il y a du monde devant la télé, ou voilà, le Christmas Game, etc. C'est un événement assez important en termes de sport aux États-Unis. Donc je sais pas, est-ce que la Ligue va insister pour que les joueurs jouent directement, rapidement? Ça pose vraiment beaucoup de questions, quoi, ce calendrier. Il y a un truc justement sur le calendrier, il faut absolument fixer un mois et demi, c'est très 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 ça arrive très rapidement en tout cas. Ce qui arrive très rapidement aussi, c'est la draft NBA qui est prévue là pour le 18. Donc on a une draft NBA qui est prévue pour le 18, la free agency, donc cette période où les joueurs libres de tout contrat peuvent changer d'équipe. La date n'a pas été fixée, mais normalement arrive après la draft NBA, donc on sera à peu près, on va dire la semaine d'après, ça va faire aux alentours de fin novembre. On a une pré-saison et les training camps qui reprennent le 1er décembre, des matchs de pré-saison et le championnat qui reprend le 22. Bref, tout ça pour dire qu'on est sur un calendrier
assez infernal. Au final, les franchises vont drafter de nouveaux joueurs, vont échanger des nouveaux joueurs, n'auront même pas le temps de se préparer pour jouer la saison avec eux, alors que d'habitude on est sur des phases de préparation de plusieurs mois. Ça va être assez compliqué pour eux. Comment tu le sens toi ce programme avec la draft, la free agency, la reprise, les training camps? Je pense que ça va être un très très bon révélateur même de la qualité de management des équipes. C'est là où on va voir les équipes qui préparent vraiment leur saison plusieurs mois à l'avance et celles qui font un peu des moves un petit peu trop rapidement, des moves de. Je pense qu'on va avoir beaucoup de GM, surtout les équipes qui changent. Il y a quand même encore une équipe en NBA qui a pas de GM avec les Rockets en NBA, ce qui est quand même très inquiétant. Ils ont un coach mais ils n'ont pas de GM. Je pense qu'on va avoir beaucoup de moves de panique de la part de certaines équipes qui ont du cap. Il n'y a pas tellement d'équipes qui ont du cap, mais je pense, je sais pas, il y a des équipes comme Détroit, comme Charlotte, comme OKC aussi, pourquoi pas. C'est des équipes qui ont des coups à jouer et qui vont, je sais pas, il y a peut-être avoir beaucoup de coups de moves de panique. Du côté des joueurs, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je pense personnellement qu'avec la situation, on va avoir beaucoup de joueurs qui vont décider de choisir la sécurité et de se dire si on peut avoir un contrat de longue durée, si on peut avoir un contrat tout court, on va le prendre en fait, et quitte à rester dans la même équipe. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de gros départs, de mecs qui vont prendre un risque. Je pense surtout aux mecs qui ont des options. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup qui vont décider d'opt-out. Les gros, oui, ceux qui peuvent avoir un contrat max, ils vont opt-out. Mais je pense que beaucoup de joueurs, je pense par exemple un mec comme Avery Bradley, je trouve que c'est un bon exemple. C'est lui, il est une situation particulière parce qu'il n'a pas joué la bulle pour des raisons des raisons familiales slash sanitaires. Lui, il a perdu en valeur. Je pense que c'est typiquement ce cas de joueur précis où eux, ils vont se dire, vu la situation, vu le timing du calendrier, on va pas prendre de risques. Je sais pas si ça va être une free agency extrêmement agitée. Je suis pas certain. Je pense De toute façon, que elle n'était pas prévue pour l'être. Les free agents qui étaient sur le marché n'étaient pas folichons, on va pas se mentir. On était parti sur une free agency un peu calme, avec tout ce contexte qu'il y a là de coronavirus, de Covid, de plus parti, tu l'as dit, sur de la sécurité, voire des moves un peu de panique, rien de bien folichon en soi. Ça tu va vas en être un petit avoir. peu. Des moves de panique, tu vas en avoir forcément. Parce que là, tu l'as dit, il y a quoi? Il y a un mois de free agency en gros. Des moves de panique, il va en avoir plein, des mecs qui vont choper des contrats complètement surcotés et surpayés, il va en avoir. Euh, Moi, je dis attention, faites gaffe au prix auquel va partir Montrezarel, faites gaffe au prix où va partir Kentavious Caldwell-Pope, Rajon Rondo, beaucoup de mecs des Lakers quoi, qui eux ont pris en légitimité grâce au titre. Là, je pense qu'il va y avoir de la caillasse qui va partir en trop gros nombre à mon avis. Mais des moves de panique, il va en avoir forcément. Mais le calendrier veut ça aussi, j'imagine, parce que les équipes qui ont perdu ou qui peuvent perdre beaucoup de joueurs, du style les Raptors par exemple, qui ont beaucoup de free agents dont Van Vliet ou Boucher aussi. Euh, voilà, ça c'est des équipes, elles vont devoir agir, elles n'ont pas le choix, elles vont devoir faire des moves, elles n'auront pas beaucoup de temps pour les faire. Je sais pas, à voir avec la draft aussi. Je pense que le soir de la draft peut être très intéressant. C'est peut-être finalement, contrairement aux autres années, le soir de la draft où tout va se concentrer. Tous les moves de la free agency, ou en tout cas les plus importants, vont apparaître en fait. Je pense que c'est une possibilité. Mais Concrètement, toi, parlons un peu envie quand même, parce que là, du coup, entre la draft qui est pas non plus incroyable cette année, il n'y a pas de vrais gros talents comme on a pu le voir l'année dernière avec Zion, par exemple. Là, entre la free agency qui est un petit peu molle. Toi, cette reprise, ça veut dire ça t'excite. Est-ce que ça te fait envie quand même là de reprendre aussi vite? Comment tu en tant que journaliste, en tant que fan, comment tu vois toi cette reprise aussitôt? je pense qu'en tant que fan, on sera tous d'accord à peu près pour dire on est content d'avoir une reprise de NBA aussi vite, à tel point on a même pas l'impression qu'il y a une intersaison, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que Carrément. la fin de la bulle, c'était hier, en fait. Et se dire que d'ici un gros mois, c'est reparti, même moins d'un mois si on compte la pré-saison, c'est reparti, c'est,
très 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 étrange, surtout qu'on sait que les sports américains nous ont habitués à des intersaisons à rallonge. Donc en tant que fan, évidemment on est tous contents, mais moi, si je dois être plus critique et plus négatif, comme j'adore l'être, je me dis que je sais pas si c'était le bon choix de recommencer aussi vite dans une saison qui est finalement quasiment complète. Bon, d'accord, il y a 10 matchs en moins, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est-à-dire que entre la bulle et enfin le début de la bulle et jusqu'au JO, il y a des mecs qui vont jouer quasiment non-stop pendant un an, quoi. J'ai peur des dégâts sur les joueurs, j'ai peur de l'impact que ça va avoir sur l'attrait sportif de la NBA. Voilà, je suis content parce qu'on va revoir du basket, quoi, enfin, du basket américain, mais je sais pas, il va y avoir un perdant dans cette histoire forcément en fait. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Il y a forcément un perdant dans cette histoire. À voir ce que ce sera. Est-ce que ce sera les JO s'ils ont lieu? Est-ce que ce sera la qualité du jeu? Est-ce que ce sera la NBA qui va se tromper sur son choix? Voilà, il y aura un perdant. On sait pas qui c'est encore, mais il y en aura forcément un. Forcément, dans ce genre de choix, il y a toujours quelqu'un qui perd. Ce qui est sûr, c'est que les propriétaires ont gagné cette bataille, je pense, et les économistes, je pense, seront ravis de cette décision. Maintenant, pour ce qui est du sportif, c'est à voir, franchement. Bon, en tout cas, c'est les joueurs hein, qui ont avec la NBA, l'association des joueurs qui ont voté pour cette reprise fixée au 22 décembre. On le rappelle, hein, donc la NBA qui fait son comeback officiellement après une fin de saison NBA, la NC avec les plus gros joueurs en fin de contrat qui va arriver aussi juste après. On reprend avec les training camps aux alentours du 1er décembre. Il y aura entre 3 et 4 matchs de pré-saison pour les équipes et puis une reprise fixée au 22 juste avant le Christmas Day, les fameux matchs que tout le monde attend un petit peu à Noël. À voir quelle équipe sera programmée à ce moment-là. Au niveau des dates aussi, il y aura bien All-Star Game, enfin All-Star Break, en tout cas prévu début mars. La fin de la saison régulière sera aux alentours du 16 mai. On aura donc un play-in, comme tu le disais tout à l'heure, sur les 7 et la 10e place. C'est rien d'officiel pour l'instant, mais c'est des discussions et des grosses rumeurs. C'est un truc que la NBA avait mis en place là cette année avec le 7e et le 8e. Ça avait plutôt bien fonctionné. On avait l'air intéressé. Donc, entre la 10e place, il y aura sûrement un play-in. Les playoffs qui débuteront le 22 mai, donc retenez bien cette date. Et puis, normalement, la fin de la saison qui commence le 22. J'ai regardé un peu les JO. Normalement, eux commencent 2 jours après. Donc, autant dire que les joueurs qui feront la finale NBA ne seront pas forcément au JO, ou alors ils seront de manière un peu diminuée. Voilà, en ce qui concerne du coup, on parlait des salaires, le salary cap et la luxury tax seront aussi bien évidemment. La convention collective va être renégociée. Il y a plein de choses qui va devoir être. Ils ont apparemment le salary cap, donc il part sur quasiment le même que l'année dernière. Donc je crois que c'est 109 millions, si je ne dis pas de bêtises. Et apparemment, ils décideraient, ce qui est pour le coup, je pense, une idée plutôt sympa, c'est d'amortir le choc en fait du coronavirus sur plusieurs saisons. C'est-à-dire que au lieu que le salary cap augmente de quelques millions chaque année, comme c'est le cas, on passerait plus sur un statu quo, voire une hausse un peu moins forte ou une toute petite baisse en fonction de l'évolution, parce que il y a ça aussi, hein, le Covid, tout ce qu'on dit, c'est limite de la parenthèse, quoi. On sait très bien que si, en fonction de l'évolution du Covid, les JO peuvent être annulés, hein. Moi, ce que j'ai entendu, des bruits de couloir, etc., notamment de la part de la fédération de 3-3, qui arrive aux JO d'ailleurs en 2020, c'est que eux, on leur a dit que s'il n'y avait pas de vaccin pour tout le monde, il n'y aurait pas de JO. Donc, autant vous dire que c'est loin d'être gagné, quoi. Donc tout ce calendrier est finalement presque en parenthèse parce que on fait tout pour que les JO soient gardés intacts et qu'il puisse y avoir des mecs qui puissent venir, tout en sachant très bien que les JO ont une chance de ne pas avoir lieu aussi. Et donc voilà, et on n'est pas à l'abri, tu disais qu'il n'y aurait pas de bulle, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une autre bulle si le Covid venait à reprendre ou à continuer dans cet élan-là, surtout aux États-Unis. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une saison qui est raccourcie de quelques matchs. Tu vois. Tu fais bien de le dire, hein. Tout ce qu'on dit là, on réagit aujourd'hui
de manière assez rapide. Mais voilà, tout est assez subjonctif au final parce que rien n'a été signé encore. On est sur des accords de principe, on va dire que la situation peut bien évidemment évoluer, qu'il y a plein de choses qui sont soumises à conditions. Nous rejoindre sur la page Facebook, sur la page Instagram, du coup sur la page Twitter Time Out On Air, et puis sur YouTube là avec les vidéos on est en train de préparer. On a lancé la reprise de la saison là, lundi. On a commencé avec les nouveaux coachs NBA. Il y a une partie de l'équipe qui s'est présentée, la toute nouvelle équipe. Toi, du coup, Seb, t'arrives lundi normalement. Enfin, l'émission sortira mardi pour être précis sur les réseaux. Est-ce que tu veux teaser un petit peu l'émission de la semaine prochaine? Écoutez, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il y aura un débat sur est-ce qu'on voit pas toujours les mêmes coachs en NBA. Et je pense que la réponse est dans la question. Et j'ai des choses à dire sur ce sujet. On en a marre. On en a marre d'Evan Gundy, etc. J'en parlerai. Et je te sens très très chaud et tant mieux. Rendez-vous là, sur Facebook, sur Twitter, Instagram et puis sur toutes les plateformes de stream, que ce soit sur YouTube aussi, que ce soit sur Deezer, Apple Podcast, sur Spotify, SoundCloud. On est partout. Vous pouvez vraiment pas nous louper. Ou si vous nous loupez, c'est que vous le faites exprès, je pense. Mais voilà. Merci Seb du coup pour ce petit live. On essaiera de faire ça assez souvent dans l'année, de faire des lives en réaction à l'actualité. Vous pouvez retrouver ça, bien évidemment, on le mettra sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube plutôt. Et puis, on se donne rendez-vous, nous, Seb, la semaine prochaine pour une émission. Comme ça, tu pourras te présenter un peu mieux aux nouveaux auditeurs. Bon, ils n'ont pas besoin de me connaître. C'est vrai, c'est vrai. Merci Seb en tout cas. Et puis, bonne soirée à tous. On se voit Bonne très vite soirée. sur les réseaux de Time Out. Ciao!